Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. On commence par notre focus. Elle a fondé à Saint-Denis un lieu d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences. Elle s'appelle Rada Hatem et elle répare les femmes avec un engagement et une volonté, vous allez le voir, qui force le respect. C'est notre portrait du jour et on voit ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment rentrer en toute cybersécurité. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment transformer le secteur du soutien scolaire en apportant notamment des solutions personnalisées, accessibles aussi à tous les élèves, quel que soit leur niveau? On va en parler avec nos invités. Lancelot Gullian, bonjour Lancelot. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau. Vous êtes le cofondateur d'Eliott. Et Camille Bedin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Academia. On en parle dans un instant, juste après le focus. Elle mène depuis des années déjà un combat féministe pour mieux soigner les femmes victimes de violences. Gynécologue obstétricienne franco-libanaise sur tous les fronts, elle a décidé de fonder la Maison des Femmes en 2018. Elle s'appelle Rada Hatem Ganzer et Jean Martineau nous dresse aujourd'hui son portrait. Bonjour, j'ai un parcours assez traditionnel d'interne des hôpitaux et puis de chef de clinique. J'ai fait médecine à Paris. Et je me suis orientée rapidement vers la gynécologie obstétrique que j'exerce depuis un peu plus de 30 ans. Née au Liban, elle est contrainte de le quitter sous une guerre civile. Depuis ce jour, Rada Hatem Ganzer est intolérante à toute forme de violence. Après ses études, la franco-libanaise enchaîne les expériences professionnelles dans les hôpitaux parisiens. En 2011, elle rejoint la maternité de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Là, elle rencontre une population bien plus diversifiée et une grande précarité. C'est là que le déclic se fait. Elle se doit de venir en aide à ces femmes qui souffrent. Elle commence donc par un centre de prise en charge et au fur et à mesure, son projet évolue. Mon premier déclic, ça a été la prise en charge des avortements et de la santé sexuelle. Les endroits où on a les centres de planification familiale dans les hôpitaux n'étaient jamais des endroits sympas. Et donc je me suis dit déjà, je pourrais commencer par créer un lieu où on se sentirait vraiment accueilli et pas juste, on va le faire parce que c'est la loi, mais quand même, madame, ça serait mieux si on n'avait pas à le faire. En 2016, la Maison des Femmes est inaugurée et prend en charge plusieurs milliers de femmes par an. L'impact de la Maison des Femmes sur leur vie a été extrêmement important. Il leur a permis de montrer qu'elles pouvaient s'en sortir grâce à l'aide de professionnels bienveillants, qu'elles pouvaient dépasser leurs limites, qu'elles pouvaient se prendre en charge, qu'elles pouvaient être fières d'elles-mêmes, voire recommencer une nouvelle vie après cela. Prise en charge des femmes ayant besoin d'aide sur le planning familial, des femmes ayant subi des violences ou encore une unité de prise en charge des femmes ayant été mutilées sexuellement, Rada apporte ce soutien tant précieux aux femmes en les plaçant au milieu de son projet et en amenant tous les besoins nécessaires autour d'elle afin que la femme se sente rassurée, aidée et accompagnée. Aujourd'hui, Rada est fière de ce qu'elle a construit et ne cherche plus qu'une chose, voir encore plus grand. Voilà pour ce parcours absolument exceptionnel. Et toute autre chose à présent, c'est notre talk. Et comment la tech et l'intelligence artificielle sont-elles en train de transformer notre façon à la fois d'apprendre et d'enseigner? Le soutien scolaire, autrefois, vous le savez, centré sur des cours particuliers en face à face, vit désormais une véritable révolution technologique, de l'accompagnement personnalisé des enfants et digital en passant par des algorithmes capables de comprendre, vous allez le voir, des besoins spécifiques de chaque élève. L'intelligence artificielle et la technologie promettent de bouleverser ces secteurs. On va en parler avec nos invités qui sont experts de ces sujets et spécialistes du soutien scolaire dans un instant dans la première partie du talk. Et aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Lancelot Gullian. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Eliott. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Et Camille Bedin, Academia, qu'on ne présente plus. Vous en êtes la directrice générale adjointe. Alors, première question, justement. Eliott, à l'ère de l'intelligence artificielle, Lancelot, est-ce que vous pensez que les élèves auront encore besoin d'un professeur particulier dans les prochains mois, dans les prochaines années? J'ai l'impression, vu ce que vous faites avec Eliott, que non. Mais dites-nous tout. Alors, pour nous, l'éducation, c'est l'humain avant tout. Pour nous, l'éducation, c'est l'école. En revanche, face à un déclin du système éducatif, il faut trouver des solutions pour aider les élèves. On a bien vu avec le dernier classement PISA qui a révélé que, globalement,
le niveau de nos élèves est en chute libre, et ce dans toutes les matières, que ce soit la lecture, les mathématiques. Et donc, à l'heure de l'intelligence artificielle, on peut, et c'est notre objectif avec Elliot, capitaliser sur l'IA pour pouvoir donner un accès le plus global possible et au plus grand nombre au soutien scolaire pour pouvoir aider les élèves là où le système éducatif français est en faillite. Alors concrètement, comment ça marche? C'est une application mobile à destination des élèves, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est une application mobile et tablette qui va sortir sous 2 semaines sur l'App Store et Google Play. Elliot, qu'est-ce que c'est? C'est un professeur particulier alimenté par intelligence artificielle, donc qui est 100% virtuel et qui a pour objectif d'accompagner les élèves du collège et du lycée dans toutes les matières de leur programme scolaire en illimité et à tout moment de la journée. L'objectif, c'est de pouvoir reproduire exactement ce que pourrait faire un prof particulier mais humain, donc d'avoir le même accompagnement donc pour la compréhension du cours, pour la révision et pour l'entraînement. Et donc pour ce faire, on a mis en place une interaction constante avec Elliot pour que l'élève puisse à tout moment avoir cette interaction, de pouvoir reproduire au maximum ce qu'on fait dans le tutorat classique. Alors justement, le tutorat peut-être un peu plus classique, mais qui est aussi chez Academia en pleine révolution. Camille, comment vous le vivez, l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans ce domaine dont vous êtes expert en France, peut-être même le premier Academia? Oui, Academia, c'est 100 000 élèves par an, depuis 25 ans, et en croissance permanente parce qu'il y a de plus en plus de difficultés. Je ne parlerai pas du tout de faillite de l'éducation, par exemple, mais des sujets de confiance en soi. Par exemple, on s'est rendu compte après le Covid un vrai isolement des enfants. Donc effectivement, d'énormes défis et qu'on suit avec nos enseignants. Nous, on suit ce qui se passe dans l'intelligence artificielle avec énormément de prudence. C'est un outil avec ses très bons et ses très mauvais usages. Et évidemment, on regarde ça de très près. Et notre première réflexion, c'est de se dire qu'il faut accompagner nos enseignants, nos profs, pour s'en servir. C'est-à-dire qu'on pense que la priorité, c'est d'aider les enseignants à se servir de l'outil portable, notamment, et des outils d'intelligence artificielle qu'on a tous maintenant dans les mains, au quotidien, et pour que les élèves puissent eux-mêmes en faire une force. Et ça veut dire de la formation. Ça veut dire de la formation. Ce que vous proposez aussi chez Academia? Oui, on a commencé une réflexion, et comme on y va encore une fois prudemment, alors on a commencé à former... sensibiliser nos enseignants au sujet pour arriver sur des formations quand on aura, nous, nos propres convictions. Et pour se les forger, on a lancé là une classe expérimentale dans un de nos établissements, un lycée, à Nice, où une classe de seconde va avoir des cours spécifiques avec des enseignants sur l'IA, mais sur l'usage de l'IA à des fins pédagogiques. C'est-à-dire qu'on voudrait montrer aux enseignants et aux élèves qu'on peut se servir de tous les outils d'IA, mais au quotidien pour mieux apprendre. Parce que le risque, il faut quand même se le dire, c'est que les élèves s'en servent pour faire les devoirs à leur place, tout simplement. Donc c'est l'inverse qu'il faut leur apprendre. Ouais, vous avez raison, ça fait partie des questions aussi qui sont posées. Lancelot Vincent Escudé, le cofondateur de Prof en Poche, qu'on a reçu la saison dernière sur ce même plateau, nous disait, selon une étude qu'il a menée auprès d'élèves et de familles, que les élèves français passent chaque année en moyenne 900 heures à faire leurs devoirs et 1500 sur leur téléphone. Toujours d'après ces chiffres, 8 élèves sur 10 utilisent leur smartphone quand ils font, vous le dites très bien Camille, leurs devoirs. Instinctivement, on pourrait penser effectivement que l'utilisation des portables distrait plutôt les jeunes quand ils travaillent et quand ils font leurs devoirs. C'est l'un des risques, effectivement. Vous affirmez plutôt au contraire, avec en tout cas ce que vous proposez, que le smartphone, il peut aussi être un outil de l'apprentissage et de la progression des élèves en ciblant leurs besoins particuliers. Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir qu'avec Elliot, notre objectif, c'est de pouvoir personnaliser l'accompagnement. Donc ça veut dire personnaliser selon les forces et les lacunes des élèves et aussi selon leur centre d'intérêt pour pouvoir mettre un environnement qui est le plus ludique possible et le plus plaisant. La deuxième chose aussi, c'est que l'élève va pouvoir personnaliser l'accompagnement d'Elliot. Ça veut dire pouvoir personnaliser le ton d'Elliot, la longueur des réponses et le degré d'accompagnement. Donc l'élève va pouvoir avoir vraiment la main sur l'accompagnement d'Elliot pour pouvoir produire un écosystème qui soit le plus agréable pour lui. Vous parliez des exercices. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe sur Elliot? Donc Elliot, l'élève va pouvoir créer son compte et il va ensuite arriver sur l'ensemble des matières de son programme. Donc pour la précision, donc on a 25 matières dans Elliot, dont 8 spécialités de lycée et 5 langues. Donc il va avoir l'ensemble de ces matières, il va sélectionner une matière et ensuite il y a
on va dire des fonctionnalités qui sont réparties dans 3 catégories. La compréhension du cours avec un chat et la possibilité de poser toutes les questions sans gêne ni honte, là où en général, quand on est en classe, on peut avoir un problème, un manque de temps. Et sur la partie exercice, on a mis en place une aide au devoir. Donc l'élève va pouvoir prendre en photo son devoir. Elliot va accompagner dans la résolution l'élève. En revanche, c'est avec une démarche pédagogique, ça veut dire qu'Elliot ne donne jamais la réponse. Il va lui donner des éléments de cours qu'il faut mobiliser pour qu'il ait la réflexion la plus autonome possible. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille? Je vous voyais réagir. Oui, tout à fait. Non, mais c'est évidemment un très bon principe. Mais si on peut se permettre, depuis notre expérience chez Academia, de donner un conseil à une start-up comme la vôtre, ce serait de se dire que c'est un super outil pour les enseignants. C'est-à-dire que croire aujourd'hui qu'un élève seul va tous les jours se servir de cet outil plutôt que d'aller tellement facilement sur YouTube ou Google poser la question et avoir la réponse, c'est compliqué. Donc on est convaincu, c'est vraiment une conviction profonde, que rien ne remplacera un étudiant, un enseignant, quelqu'un d'expérimenté, d'être aux côtés de l'élève. Et ça peut d'ailleurs être en visio, et ça peut être par les outils numériques évidemment, mais d'être aux côtés de l'élève pour le prendre par la main et pour le motiver. Parce que c'est ça le rôle de l'enseignant du futur, c'est de devenir un coach finalement. Parce que le savoir, il est là. La question, c'est comment on guide l'enfant et l'élève dans son acquisition de ce savoir-là. Où sont ses failles, comment booster son sens de l'effort, comment à un moment donné booster sa concentration, comment lever des lacunes pour des élèves qui ont par exemple des troubles des apprentissages. Voilà, tout ça, rien ne remplacera l'humain qui doit se transformer en coach d'apprentissage pour les élèves avec des outils tels que le vôtre, évidemment. Alors, je suis complètement d'accord sur la partie l'éducation, ça doit être l'humain. Et ça, pour moi, c'est le rôle de l'école, des collèges, des lycées. Quand on arrive avec des difficultés post-cours, dans ce cas-là, il faut trouver des solutions d'accompagnement. Et l'un des sujets actuellement du soutien scolaire, il y a une vraie digitalisation, mais on est quand même majoritairement sur un tutorat qui est traditionnel, que ce soit par voie non officielle ou par voie officielle. Pour la petite anecdote, j'ai été professeur particulier chez Academia pendant 2 ans en mathématiques. Donc j'ai eu une dizaine d'élèves. J'ai eu beaucoup d'élèves qui sont issus de milieux sociaux où c'est assez compliqué. Et je relevais que ce n'était pas uniquement les maths dont ils avaient besoin d'aide. C'était aussi potentiellement le français. Sauf que quand on a un cours particulier qui aujourd'hui en moyenne est autour de 30 €, on peut dire 15 € après crédit d'impôt de l'heure et pour une seule matière, il faut trouver des solutions pour pouvoir les aider dans d'autres matières. Et c'est là où on pense que capitaliser sur l'IA pour pouvoir un accompagnement sur l'ensemble des matières, ça a une vraie plus-value. Et je dirais que le tutorat classique, c'est quelque chose qui est formidable. Si tout le monde pouvait en avoir, ce serait super. Je pense que Elliot peut arriver complètement en complément du tutorat classique. Mais en revanche, il faut pouvoir s'affranchir de certaines barrières d'accès au soutien scolaire, qu'elles soient sociales, financières, géographiques, parce qu'on le sait, c'est quand même plus évident quand on est dans une grande ville que dans des régions, des zones plus isolées. Merci beaucoup à tous les deux. On va continuer à en parler parce que c'est passionnant. Dans un instant, d'abord, on va juste faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités pour parler aujourd'hui les liens entre l'intelligence artificielle et le soutien scolaire. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Pour cette rentrée, Benoît, les défis ne manquent pas, ça c'est sûr, surtout en ce qui concerne la cybersécurité. Alors selon vous, avec l'explosion, on en a parlé avec nos invités, du temps passé sur les écrans, notamment par les plus jeunes, il est crucial de savoir comment protéger nos enfants et nous-mêmes contre les dangers du cyberespace. C'est justement tout l'objet de votre chronique du jour. Alors on va débuter avec une question d'actualité. Et c'est vrai, on parle beaucoup d'arnaques en ligne, surtout en cette période de rentrée, Benoît. Quelles sont donc les principales menaces à surveiller? La première menace, c'est l'hameçonnage, le phishing en anglais. C'est ce qu'on a souvent coutume d'appeler la mère de toutes les attaques. Ça concerne à peu près 50% des tentatives d'attaque qui sont menées contre les entreprises et une très grande partie des attaques menées contre les particuliers également. Alors, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Oui, pour l'hameçonnage, les cybercriminels vont usurper l'identité des marques les plus connues, certainement celles qui sont autour de la table aujourd'hui, parce que c'est le meilleur moyen de se faire passer pour elles et d'arriver jusqu'à l'utilisateur. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut toujours vérifier si vous recevez un email qui contient des informations, eh bien vérifiez que celles-ci sont exactes. Et pourquoi pas, plutôt que de cliquer dans l'email, aller directement sur l'application qui est censée vous envoyer et ou vous demander des informations pour être sûr que ce soit bien elle qui vous le demande. Bon, on note tout ça. Les autorités aussi, Benoît, évoquent également une catégorie de logiciels malveillants nommée InfoStealer. Alors, quelle est cette menace et pourquoi elle inquiète notamment le monde de l'éducation? Alors, c'est effectivement l'OFAC, c'est l'Office anti-cybercriminalité qui a lancé, ou je dirais relancé l'alerte, parce que ce sont des menaces que l'on voit depuis des années, mais qui sont partie prenante du paysage cybercriminel. Un InfoStealer, c'est un logiciel malveillant, un virus, qui va s'installer sur notre ordinateur ou notre smartphone. Et celui-ci va faire du vol d'identifiants. Alors ça peut être des mots de passe, ça peut être des logins, ça peut être également des cookies de session, bref, tout ce qui va nous permettre de se connecter ou de nous identifier sur Internet. Et ce qui est particulièrement intéressant avec ces InfoStealers, c'est qu'ils sont notamment diffusés via YouTube, dans des liens, dans des commentaires, ou via Discord. Et ces InfoStealers en particulier vont cibler des populations plutôt jeunes, qui vont ensuite leur permettre de récupérer des logins et des mots de passe, notamment à l'ENT, et ou dans les universités recherche. C'est un sujet d'ailleurs qu'on avait abordé au panorama de la cybercriminalité au CLUSIF avec le RSSI, l'Université de Paris-Dauphine. C'est malheureusement un sujet d'actualité qui dure. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première alerte parce qu'une campagne d'information a été menée dès mai 2024. Oui, tout à fait. Et notamment avec l'aide d'un gendarme, qui est d'ailleurs champion de e-sport, qui s'appelle Yassine Mouktadi. Et il a porté un message accompagné d'une vice-procureure. Ils ont mené une campagne qui s'appelait Opération Cactus. Dont on a parlé d'ailleurs avec eux dans l'émission la saison dernière. Et effectivement, alors ces deux premiers risques sont d'importance. Quels sont les conseils partagés peut-être par vous-même, par les experts, par les autorités aussi pour s'en prémunir? Oui, alors je suis désolé, je vais faire une petite liste à l'après-vert. Il y en a à peu près une dizaine. On va reprendre les bases pour la rentrée. Le premier, c'est de ne pas désactiver l'antivirus, notamment quand on est sur des forums ou sur Discord et qu'on vous dit tiens, voici un logiciel magique qui va te permettre d'accéder gratuitement à une IA, par exemple. Oui. Par contre, pour l'installer, il faut désactiver l'antivirus. Donc ça, bien entendu, il ne faut pas le faire, parce que si on désactive l'antivirus, c'est que derrière, il y a une menace. Le deuxième, c'est mettre à jour régulièrement ces appareils, ces logiciels, et ça, c'est important, parce qu'il y a des failles, c'est normal, et pour combler ces failles-là, les éditeurs font des mises à jour régulières. Il faut, nous, aussi les appliquer, sinon ça ne sert à rien. C'est sûr. Et le troisième conseil, ça va avec le premier conseil, on ne télécharge pas de logiciels dont on ne connaît pas la provenance, on évite d'utiliser des applications piratées, des vidéos piratées, des forums sur lesquels on n'est pas sûr de là où on va se retrouver, notamment, pourquoi pas, des IPTV. Quatrième conseil. Eh bien, face au message suspect, on revient finalement à la mère de toutes les attaques, qui est l'hameçonnage. Donc attention aux messages alarmistes, aguicheurs et ou trop beaux pour être vrais. Ça, c'est le quatrième conseil. Cinquième conseil, on évite d'ouvrir des liens et ou de cliquer sur des pièces jointes dans ces messages. Et puis surtout, on active la double authentification. Et ça va avec le sixième conseil qui est également de bien choisir ses mots de passe pour se créer un compte, notamment sur des applications. Vous nous conseillez aussi un gestionnaire de mots de passe, c'est utile? Oui, c'est très très utile et surtout, à contrario, on ne sauvegarde pas ses mots de passe dans son navigateur.
Ça peut être très pratique, mais les infostealers, c'est exactement ce qu'ils vont aller chercher. Ce qu'ils ciblent. Bon, alors on va revenir avec vous à la rentrée. C'est souvent l'occasion du premier smartphone aussi pour les ados. Benoît, alors comment le sécuriser et en passant sécuriser aussi ceux qui en possèdent déjà un? Bien sûr, ça vaut pour les parents, ça vaut pour nous qui rentrons de vacances et qui avons certainement beaucoup utilisé notre smartphone. Donc en plus des conseils déjà cités qui sont la base, eh bien, on peut reprendre plusieurs catégories. Celui du téléphone, le matériel en lui-même, donc là on le met à jour. On met également un mot de passe fort ou une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale pour éviter que si jamais on le laisse, par exemple pendant les cours ou en intercours, que quelqu'un ne puisse venir et rentrer dans notre smartphone qui contient toute notre vie privée. C'est sûr. Et puis ensuite, on va appliquer des conseils plutôt d'usage, d'utilisation, notamment la gestion du temps et la gestion du contrôle parental, c'est-à-dire là où on va et ce que l'on peut voir quand on est un jeune. Merci Benoît. Alors il y a un autre sujet qui va peut-être vous intéresser, Lancelot, c'est le temps d'écran. Le temps d'écran, comment on le gère, et notamment avec la rentrée scolaire où le rythme il doit être repris de manière intense. Oui, complètement. Alors le temps d'écran, c'est difficile parce que les jeunes ont besoin d'aller chercher des informations, notamment sur le NT, mais il faut que les parents mettre clairement des limites et que ça soit défini. Alors le contrôle parental est la solution garde-fou technique qui va nous aider, mais le dialogue est quand même la meilleure des solutions pour pouvoir faire en sorte que le jeune utilise bien son smartphone. Bien, rien de mieux, effectivement. Alors avant de passer à un autre sujet, qu'est-ce que vous pensez d'un antivirus sur un smartphone? Est-ce que c'est utile? Alors la réponse courte est oui, bien sûr, parce que c'est un ordinateur, donc il faut le protéger comme tout autre ordinateur. Bon, et comme toute rentrée aussi, le cyberharcèlement, malheureusement, est un problème de plus en plus courant. Quels conseils donneriez-vous aux parents et aux jeunes pour se prémunir des risques? En parler, se renseigner et faire appel soit aux autorités, soit aux associations. Je pense notamment à e-Enfance, qui est une association qui va donner des conseils, mais également pouvoir aider en cas de problématiques liées au cyberharcèlement. C'est un numéro court, c'est une application mobile. C'est vraiment l'endroit vers qui on peut se tourner quand on a un problème de cyberharcèlement notamment. Et quand on est cyberharcelé, donc quand tout ça se passe en ligne, est-ce qu'il y a un intérêt à porter plainte? Oui, énormément, parce que déjà, on se fait reconnaître en tant que statut de victime. Ça, c'est très important. On se fait accompagner. Et puis ensuite, c'est surtout de pouvoir remonter jusqu'à ceux qui mènent le cyberharcèlement et donc de pouvoir faire cesser cela, à la fois parfois par le judiciaire, mais également juste par des bons rappels pour pouvoir emmener ceux qui harcèlent et qui parfois ne comprennent pas la portée de leurs actes. Alors, dernière question avec vous, Benoît. Ça veut dire que la police et la justice, ils ont pris conscience aussi de ces enjeux cyber? Ah oui, énormément. Il y a énormément d'actions qui sont menées. J'avais essayé de faire une liste, mais ça prendrait plus qu'une chronique. Le monde cybercriminel est très complexe. C'est tant mieux, cela dit, si ça prend plus qu'une chronique. Tout à fait, parce qu'on a vraiment... C'est en mouvement. Voilà, la police, la gendarmerie, la justice, on l'a vu avec l'opération Cactus, il y a vraiment beaucoup d'opérations qui vont aider à la fois à prévenir, mais également à aider les victimes en cas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît, pour cette chronique. Et puis, vous allez continuer aussi avec nous les échanges sur le soutien scolaire, la tech et l'intelligence artificielle, tout de suite dans la deuxième partie du talk. On va continuer à parler effectivement ensemble avec nos invités, Lancelot Gullien, le cofondateur d'Eliott, et Camille Vedin, la directrice générale adjointe d'Academia, de ce sujet de la révolution du soutien scolaire, notamment grâce à la tech et l'intelligence artificielle. Alors, vous échangez, vous étiez plutôt d'accord. Et d'ailleurs, pendant le Zap, Camille, vous me disiez, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Lancelot. Malgré tout, se poser la question tout à l'heure du rôle de l'enseignant du futur, que vous aviez tenté de présenter. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, dans ce nouveau monde un peu numérique et qui vient bousculer l'éducation, il faut valoriser autre chose que le rendu des élèves, mais plutôt la manière de délivrer un devoir, c'est-à-dire le travail de recherche, l'esprit critique, etc., qui sont des nouvelles compétences à acquérir pour les élèves? C'est exactement ça, parce que effectivement, on est complémentaires. C'est là où on peut être que d'accord, on a besoin de tous les acteurs, mais l'enseignant, qu'il soit à l'école ou qu'il soit le soir, et qui que ce soit, l'humain, il faut que son nouveau rôle à l'avenir soit de développer les compétences qu'on appelle les soft skills, c'est un langage maintenant très usuel, mais c'est-à-dire la créativité, évidemment l'esprit critique, savoir déceler le vrai du faux. Ouais. Ça, c'est une des menaces quand même les plus prégnantes sur les générations à venir. Et puis, quelque part, la motivation et le sens de l'effort. C'est un terme un peu... voilà, mais ça fait peur, mais en réalité, apprendre. Et c'est pareil dans le sport, c'est pareil partout. Quand on veut réussir à faire quelque chose, un mouvement, un geste, un calcul,
eh ben, il faut travailler. Et c'est là où nous sommes très prudents et on a une grande responsabilité vis-à-vis de nos élèves à ne pas leur donner des outils qui fassent à leur place, jamais, mais qui leur montrent comment on fait. Et tout le point est là. Et donc le savoir, oui, il est accessible. On n'a pas besoin de faire maintenant des machines pleines de savoir. Tant mieux s'ils ont de la culture, mais surtout où aller chercher le savoir, comment le mobiliser au bon endroit. Est-ce que ce savoir est juste ou pas juste, est vrai ou faux, comment le faire interagir, comment créer du débat, comment voilà. Et ça, la machine peut être extrêmement importante pour ça si elle est bien utilisée par l'humain. En complémentarité, effectivement, avec des professeurs qui sont, eux, bien réels. Oui. Benoît, est-ce que vous comprenez cette prudence d'Academia vis-à-vis de l'utilisation de l'IA dans l'éducation ? Oui, complètement, parce que dans le domaine de la cybersécurité, l'IA est souvent mise à mal. À la fois pour la qualité des réponses qu'elle donne, pour les données personnelles qui sont celles qui sont souvent incluses dans l'IA, parfois de manière non contrôlée, et puis aussi par l'intrusion que l'IA peut avoir sur nos vies, notamment par le biais de données que l'on va soumettre, mais aussi par les biais que l'IA a elle-même, des biais qui sont entraînés par des personnes qui peuvent être, sans le savoir, parfois sexistes, machistes. Voilà, donc on retrouve des fois dans l'IA des biais que l'on retrouve dans la vie dans la vie réelle, dans la vie courante. Voilà, il faut être prudent avec l'IA. Bon, est-ce que ce sont justement des biais, Lancelot, auxquels vous avez pensé, j'imagine? Sur quelles données vous vous basez sur cette application Elliot? Alors, la question la plus évidente, c'est quelle est la différence avec ChatGPT? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. C'est notre manière de la poser, oui. Il faut quand même savoir que les modèles de langage sont des modèles qui sont généralistes, qui sont des modèles probabilistes. Donc ça veut dire qu'on va donner la réponse la plus probable. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise ces modèles de langage pour pouvoir alimenter Elliot en tant que super prof dans chacune des matières. Pourquoi je dis super prof? C'est parce que notre IA va s'alimenter des cours que nous avons créés en collaboration avec des professeurs. Donc en fait, à chaque fois qu'un élève va sélectionner sa matière et qu'il va interagir avec Elliot, il faut imaginer que Elliot est un super prof de cette matière puisqu'il utilise l'ensemble des contenus pédagogiques qui ont été créés à cet usage. Et ça a énormément de bienfaits, puisque ça veut dire que contrairement à l'utilisation de modèles de langage ou simplement une recherche sur Google, on a une réponse qui est toujours juste basée sur le programme scolaire. Et aujourd'hui, ce qui est important pour les élèves, c'est d'avoir un caractère rassurant sur la réponse qu'on va avoir. Le deuxième point, c'est ce caractère rassurant pour les parents. Vous parliez tout à l'heure de l'usage des appareils mobiles pour les enfants. Nous, on s'est entretenu, on a fait une phase B de test avec plus de 100 familles. On s'est entretenu avec chacun des parents, chacun des élèves qui ont testé l'application. Le retour, c'était la peur de l'utilisation du smartphone pour les réseaux sociaux. Donc déjà, il y a un caractère rassurant à utiliser une application liée à l'éducation et au service de leur réussite scolaire. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour encore plus rassurer ses parents? C'est qu'on a créé un compte parent dédié où les parents pourront suivre l'ensemble des activités de leurs enfants, de retrouver l'historique, d'avoir des feedbacks qualitatifs sur chacune des sessions pour comprendre les forces et les lacunes sur chacune des sessions, chacune des matières. Finalement, on reproduit exactement ce que ferait un prof particulier à la fin d'un cours. Et le dernier point, c'est de mettre en place des axes de travail spécifiques. Par exemple, mon enfant a un contrôle de maths vendredi. Elliot va lui préparer un programme sur mesure pour préparer ce contrôle, exactement comme on pourrait donner des consignes à un prof humain. Mais les élèves, ils vont jusqu'au bout de votre parcours quand ils utilisent l'application, c'est-à-dire que c'est tellement facile, j'imagine, à moins de bloquer le reste des fonctionnalités du portable, de pouvoir aller faire un tour sur Insta, sur TikTok, plutôt que de bosser pour ses devoirs. Notre objectif, c'est pas de remplacer l'école. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir une flexibilité et une accessibilité qui est hors du commun quand on parle de soutien scolaire. Ça veut dire qu'on peut répondre à n'importe quel besoin. Ça veut dire une simple question ou la compréhension de tout un cours. Et c'est pour ça que je disais que ça pouvait être très complémentaire avec le tutorat classique, c'est-à-dire que quand un élève va prendre un prof particulier, avec le prix que ça engendre, en général, on prend les matières agro-coef. Ce qui est bien avec Elliot, c'est qu'on a une flexibilité de pouvoir poser une question sur une matière qui peut être en général délaissée, soit parce que c'est une matière qui a peu d'importance en termes de coef, mais en même temps, on a quand même besoin d'avoir cette réponse. Donc ça permet d'avoir toujours un accompagnement dans n'importe laquelle des matières et d'être très complémentaire avec l'école.
Camille, est-ce que vous voulez réagir peut-être? Oui, je voulais réagir sur le rôle de l'enseignant, parce que c'est là où j'ai quand même un point de désaccord. Quand on souligne la complétude entre les deux dimensions, c'est parce qu'à un moment donné, on a quand même... Qu'est-ce qui fait un bon enseignant? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retourne ou vers la maîtresse, le prof à l'école ou le prof académia? C'est parce qu'à un moment donné, le parent nous dit « Ah, c'est vraiment un super prof parce qu'il a compris ». Mon enfant, ou il m'a compris, il a compris mon besoin, il a compris où sont ses difficultés. C'est pas que c'est un très bon pédagogue, plein de profs qui peuvent, évidemment, c'est essentiel, mais qu'est-ce qui fait la différence? Ça va être l'empathie, ça va être le savoir-être, ça va être la façon de comprendre et de parler à l'élève. C'est ça ce qui fait un bon enseignant dans le système, quel qu'il soit. C'est ça qui fait que, par exemple, nous, on regarde les profils d'élèves et les profils d'enseignants et on ne regarde pas juste, il y a besoin d'un prof de maths, on met un prof de maths. On regarde s'il y a besoin plutôt d'un jeune, plutôt de quelqu'un de très expérimenté. C'est quand même plutôt d'un homme ou d'une femme. C'est extrêmement personnalisé parce que chaque élève a besoin d'un tuteur et d'un coach qui soit à sa portée et qui le comprenne. Et c'est ce que n'apportera jamais la technologie. On peut se servir de la technologie, on ne peut pas, mais vous l'avez dit, on ne peut pas remplacer l'humain. La technologie comme outil pour l'enseignant de demain. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette émission. Lancelot Gullien, je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Eliott qui sort là dans les prochaines à suivre. Sous 2 semaines. Sous quelques semaines. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans le lancement de cette application. Et puis Camille Bedin, beaucoup de succès aussi parce que je crois qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment chez Academia et vous viendrez nous en parler. Merci infiniment aussi à Benoît Grunemwald d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et puis vous le savez, nous on se retrouve dès demain. 12h30 sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.